Alors, trouble du comportement alimentaire, qu'est-ce que c'est? Je peux même zoomer un peu plus, peut-être. Ouais, ah là, c'est nickel, là. Définition des termes clés. Notion de comportement alimentaire peut être définie comme l'ensemble des conduites et motivations d'une personne qui la pousse à rechercher de la nourriture. Ouais. Alors, moi, je prends mon cas perso. Mon cas perso, c'est vraiment du... euh, soit je me fais chier, je sais pas quoi faire. Et donc, je me dis, bah, je vais aller bouffer, ça va m'occuper, grignoter. Ou alors, je me sens pas bien, et du coup, j'ai besoin de grignoter pour, ou de manger un truc, parce que ça m'apaise. La notion de comportement alimentaire, nanana, ouais, n'aboutit pas forcément à l'ingestion ou de ou des aliments recherchés. Ah, c'est la recherche de nourriture. L'ensemble des conduites et motivations qui poussent à la recherche de nourriture, sans forcément aboutir à l'ingestion de cet aliment. Intéressant ça. Ça voudrait dire que même si je bouffe pas tout le temps, rien que le fait de avoir un problème et de penser à de la nourriture pour résoudre ce problème peut être un trouble du comportement alimentaire. Ah non, comportement alimentaire, c'est... D'accord. La notion de comportement alimentaire, c'est pas les troubles du comportement alimentaire. L'ensemble des pensées et des réactions d'une personne causées par l'envie d'ingérer un aliment, l'ingestion d'un aliment, la non-ingestion d'un aliment. Un trouble du comportement alimentaire, ça entraîne des problèmes persistants en lien avec influence sur la consommation ou l'absorption d'aliments de manière négative, ouais, dégrade la santé physique de la personne touchée et ou le fonctionnement psychosocial. Bah, influence sur la consommation ou l'absorption d'aliments de manière négative. Bah ouais, enfin, la manière négative, c'est que ça crée une culpabilité. Ouais. D'un point de vue sociologique, les troubles du comportement alimentaire sont des conduites alimentaires qui diffèrent de celles des autres individus placés dans le même environnement. Nutritionnel et socioculturel. Environnement nutritionnel et socioculturel. Ou encore des troubles somatiques et psychologiques. Psychosocial concerne l'ensemble de développement psychologique des individus liés aux interactions et avec son environnement social. Ouais. Définition somatique relatif au corps dans sa dimension uniquement physique et non psychique. Oui, bon, ça, c'est des termes que je connais, hein. Attention, un conseiller coach en nutrition n'est pas autorisé à encadrer ou suivre une personne atteinte de troubles du comportement alimentaire. Est-ce que ça va m'empêcher de le faire? Non. Dans une certaine mesure. Il faut aussi savoir admettre quand tu es passé. Si ce dernier est diagnostiqué, le conseiller doit rediriger vers un spécialiste dans le domaine. Ici, nous étudions les TCA, leur origine, leurs caractéristiques, afin de permettre aux individus conseillés, aux futurs conseillers en nutrition, de repérer les signes d'un potentiel trouble du comportement alimentaire, de savoir comment s'adresser à la personne en conséquent, ouais, et de la rediriger vers les spécialistes. Alors, les origines des TCA peut être définies comme les facteurs physiques, familiaux, psychologiques, socioculturels. Les troubles du comportement alimentaire définis par des facteurs physiques. Ouais, je sais pas trop. Familiaux. Je sais pas. Bon, peut-être qu'ils vont repréciser parce que là. Ouais, voilà. Les facteurs familiaux. Type de relation avec la famille. Ok, mais alors c'est en rapport toujours avec la nourriture. Communication au sein de la famille, la place de chaque membre dans la famille, les règles relatives à l'éducation, la place de l'aliment dans la relation familiale. On est toujours dans les troubles du comportement alimentaire. Ouais, il y a un truc que j'ai pas saisi. Les facteurs psychologiques et individuels. Les préoccupations de la personne autour de la nourriture. L'aspect physique de la personne.
façon dont la personne se voit physiquement. Les facteurs socio-culturels, représentation culturelle et sociale du corps, société qui peut pousser à être toujours plus performant. C'est pas faux, oui. Influence des médias sur la vision du corps existe depuis des dizaines d'années, oui. Je remarque, et c'est intéressant à quel point, quand j'anime un live, j'ai du mal à être concentré sur ce que je dis en fait. Bon, peut-être parce que j'ai toujours mon attention qui se redirige vers est-ce qu'il y a du monde sur le live ou quoi, mais c'est fatigant. Bref, l'influence des médias sur la vision du corps existe. On l'a dit. Apogée des réseaux sociaux ayant renforcé ce phénomène, chaque individu perçoit le corps en fonction du contexte socio-culturel, oui, ça tient, dans lequel il s'inscrit et dans sa façon de consommer des médias. Ouais, bon, ça, c'est pas non plus surprenant en soi que les réseaux sociaux, notamment Insta, tous les trucs où tu vois des mecs ultra bien foutus, des nanas ultra bien foutus, peut perturber ta vision de ton propre corps ou de ce que tu devrais être. Ou de ce à quoi tu devrais ressembler. Et je pense que j'en suis moi-même victime. J'en suis moi-même victime. Ce serait intéressant de se remettre en question à ce niveau-là. Parce qu'effectivement, moi, je vois que j'ai un objectif d'avoir un physique particulier, un peu typique de ce qu'on s'attend à avoir d'un coach sportif, c'est-à-dire musclé, dessiné, sec, esthétique. Et pour le coup, il n'y a pas que ça. Enfin, il n'y a pas que le fait que parce qu'on s'imagine qu'un coach sportif devrait être comme ça que je voudrais le faire, l'avoir, ce physique-là, ou le développer un peu plus, parce que bon, j'ai pas non plus un physique maigrichon, ni... enfin voilà. Mais il y a aussi l'aspect justement d'être perçu par les autres comme quelqu'un de potentiellement plus attirant, plus athlétique, enfin... Il y a aussi un aspect peut-être d'attirer plus la jante féminine, je le cacherai pas, de moi-même me plaire. C'est vachement intéressant, mine de rien, ce genre de sujet-là. Parce que, ok, moi, je me mets une pression de dingue pour avoir un physique comme ça. Et donc, je me sens pas spécialement bien la majorité du temps parce que du coup, je l'ai pas, ce physique-là. Enfin, ou en tout cas, comme j'ai une exigence importante, du coup, forcément que je suis pas satisfait par rapport à la réalité. Mais ouais, effectivement, en tant que professionnel de santé, je suis aussi obligé de me dire qu'il faut que je me sente bien dans mon corps et que je l'accepte. Et donc, comment est-ce que tu trouves ce juste milieu-là entre j'ai quand même un corps qui est ok, mais j'aimerais faire quelque chose pour qu'il soit mieux. C'est un juste équilibre. Pour déceler un trouble du comportement alimentaire ou du moins un début de trouble, il faut interroger la personne de manière intelligente et réfléchie. Qu'est-ce que tu entends par là ? La sémiologie est l'étude des signes. Oui, en médecine, elle concerne l'étude des symptômes et des signes qui peut potentiellement permettre de poser un diagnostic. Oui, d'accord. Certaines phrases reviennent chez les personnes atteintes de troubles du comportement alimentaire. Ces phrases ne certifient pas que la personne en a, mais doit attirer l'attention du conseiller en nutrition. Oui, bon. Par exemple, pour me consoler, je mange, je craque souvent et je mange. Lors des repas, je ne mange pas, je me gave. Ouais, c'est ce que je dis. De toute façon, c'est le discours que j'avais déjà avant. C'est ouais, moi, ça va pas si je suis stressé, si émotionnellement c'est pas évident. Je vais avoir cette tendance là aussi à consommer, à aller bouffer. Et je remarque pour ma part, c'est plus le soir. Vraiment, en journée je m'occupe, mais le soir, c'est une habitude.
Face à une personne potentiellement atteinte de TCA, le conseiller en nutrition doit adapter ce discours. Deux valeurs sont essentielles. Oula, je voulais me gratter l'œil. Deux valeurs sont essentielles lors de ce genre de rendez-vous, le non-jugement, la compréhension. Ouais. Encore une fois, peut ne pas juger et comprendre. Il faut pas non plus ni justifier ni conforter, je pense. Parce que ça a beau être compréhensible et humain, normal qu'on puisse tous se laisser aller. Et avoir nos défauts, je pense que c'est pas pour autant qu'il faut les accepter. Le client se sentira rassuré, écouté, pourra se livrer, car l'environnement du rendez-vous sera bienveillant. Oui, c'est à base. Il faut inviter à la discussion et explorer avec le client l'origine, ses doutes, ses angoisses à travers des questions ouvertes. Oui, bon. Ça va, ça. Langage à éviter, comment allez-vous? Bah, pourquoi? Nique-toi. Attends, langage à adopter, comment vous sentez-vous? Comment allez-vous? Bon, je suis pas d'accord. Comment vous sentez-vous à la fin de vos repas ou à la fin de vos repas, vous sentez-vous lourd? Ouais, ça effectivement c'est une question plus orientée alors que ça c'est une question plus ouverte. J'entends. Voulez-vous me raconter à quel moment, dans quelles circonstances ces envies surviennent? Ou si vous avez envie de sucrer, vous pouvez prendre ce genre de yaourt allégé en sucre. Bah... ça se discute, hein. Liste des différents TCA. Il existe de nombreux TCA. Il existe des particularités que nous allons étudier. Nous présentons ci-dessous les plus connus. Avoir une personne peut se trouver à la frontière entre deux TCA. Dans ce genre de cas, on retrouve les caractéristiques des deux TCA différents. Généralement, un mix de caractéristiques reste cohérent, donc un mélange de deux TCA qui présente un trouble similaire. L'anorexie mentale. Le terme anorexie désigne l'absence d'appétit. Cette dernière signifie généralement que la personne est en restriction alimentaire avec l'objectif de contrôler son poids. Ouais. La boulimie. Une personne atteinte de boulimie peut adopter de nombreux comportements. Mauvaise vision de soi et de son corps, ingestion d'une grande quantité de nourriture en peu de temps avec la sensation de perte de contrôle, c'est un peu mon cas. Même si je ne sais pas si on pourrait dire que je suis en boulimie. Et compensation pour contrer les pulsions comme le vomissement, le volontaire, la prise de laxatif. Non, ça, pas jusque-là. L'hyperphagie. Chez une personne victime d'hyperphagie, on va retrouver le même genre de compulsion que pour le boulimique, mais sans compensation. Il y avait des compensations en boulimie? Des compensations pour contrer les pulsions comme le vomissement volontaire, la prise de laxatif, hyperactivité ou un jeûne. Ah bah oui, du coup moi je suis plus en boulimie. Parce que si je me laisse aller de fou un soir, je vais faire un jeûne le lendemain pour équilibrer. Donc ouais, on parle plutôt d'hyperphagie lorsque t'as pas de compensation ensuite. Intéressant. Pika, je crois que c'est tu bouffes des choses qui sont pas comestibles. Le principe du Pika repose sur le fait de manger des... Ouais, voilà, c'est ça. Non comestibles, personne considérée comme victime de Pika. Cette dernière ingère des choses jugées inappropriées pour le stade de développement de l'individu, en étant en dehors des normes culturelles. C'est sûr que si tu bouffes des fourchettes, bah, à un moment, t'as un problème. Et là, c'est plutôt, à mon avis, psychologique que réellement nutritionnel. Méricisme. Lorsqu'on parle de méricisme, on parle d'une régurgitation répétée d'aliments. Ce genre de TCA peut être couplé avec de la boulimie, par exemple, en présentant une peur d'ingérer et de prendre du poids. ARFID signifie en anglais Avoidant and Restrictive Food Intake Disorder. En français, on traduit ce trouble par l'évitement et la restriction de la prise alimentaire. Avec ce TCA, on retrouve des personnes qui ne manifestent que peu d'intérêt pour la nourriture et le fait de manger. À quel moment c'est un réel problème? L'orthorexie
signifie la volonté obsessionnelle de manger sain. Ce genre de comportement peut faire naître chez la personne une réelle peur de certains aliments. L'objectif des personnes atteintes d'orthorexie est de maintenir ou d'améliorer la santé ou ses performances. Ouais, c'est le problème qui m'en semble être le moins un. Dans les prochains chapitres, nous allons étudier certains d'entre eux, notamment les TCA les plus répandus qui touchent le plus de monde. Là, on a l'anorexie, la boulimie, l'orthorexie. Est-ce que c'est long? Il y a même 2-3 choses à lire. On va regarder des vidéos. Allez, qu'est-ce que tu as à dire? Notre engagement, zéro déforestation. 100% huile de palme certifiée durable, issue de plantations ne provoquant pas de déforestation. 100% conçu par Google, les nouveaux Google Pixel 7 et 7 Pro mettent tout le monde d'accord. Avec Google Tensor deuxième génération, capturez la beauté des détails grâce à la mise au point macro et retouchez vos photos d'un simple coup de gomme magique. Google Pixel 7 et 7 Pro, les smartphones 100% conçus par Google. Tac. Bonsoir à tous, je me présente Philibert Durier, Oh je la suis chef vache. de clinique dans le service du professeur Philippe Gorroud, de la clinique des maladies mentales et de l'encéphale, qui a une spécificité depuis plus de 30 ans de prendre en charge les patients, patientes principalement, mais aussi des hommes souffrant de troubles du comportement alimentaire ou troubles des conduites alimentaires. Alors, en une minute, je vais tester les troubles des conduites alimentaires. Donc, trois troubles principaux, l'anorexie mentale, la boulimie et l'hyperphagie boulimique. L'anorexie mentale, c'est trop peu connu, mais est associé à un fort taux de décès, 10% tous les 10 ans pour les sujets atteints. Ça touche les sujets jeunes, adolescents, jeunes adultes, et c'est la pathologie psychiatrique la plus suicidogène. La boulimie, c'est une maladie assez honteuse, assez invisible, parce que les personnes qui souffrent de boulimie, ça ne se voit pas sur leur poids. La plupart du temps, ils sont Parce à poids qu'ils ont des normal comportements compensatoires. et peuvent mener une vie en apparence normale, associée à une très grande souffrance, aussi un risque suicidaire et des complications physiques. Et dans l'hyperphagie boulimique, c'est associé à toutes les complications. C'est un sujet important, mine de rien. Les filières de prise en charge donc du binge eating disorder ou l'hyperphagie boulimique, il y a à peu près en France tout à faire. Pour l'anorexie mentale, qui est notre sujet de prédilection en recherche, il n'y a aucun traitement biologique disponible en dehors de la renutrition. Pour la boulimie et l'hyperphagie boulimique, je voulais quand même citer les recommandations qui sont sorties en juin, mais qui sont vraiment sorties au grand public la semaine dernière. Les premières recommandations françaises, après les recommandations de 2010 pour l'anorexie mentale, en 2019, les recommandations pour la boulimie et l'hyperphagie boulimique, avec un certain nombre de fiches pratiques tout à fait intéressantes pour tous les cliniciens. Alors, alors, par rapport à mes collègues qui travaillent sur la schizophrénie, par exemple, on est un domaine de recherche assez embryonnaire. Le niveau de connaissance est quand même bien moindre que dans la dépression ou dans la schizophrénie. Il y a tout un champ de recherche qui se porte sur les circuits de la récompense ces dernières années et le retour en force, parce que c'était des hypothèses au début du XXe siècle, le retour en force du métabolisme et ce lien avec les troubles cognitifs, les aspects plus psychiatriques. Donc on peut dire, on peut appeler, on a collaboré à ce travail en génétique qui est sorti en juillet dernier, l'anorexie mentale comme un trouble métabo-psychiatrique. Et il y a vraiment un champ fascinant de recherche. Et on collabore donc sur des premières études depuis quelques années, depuis 2016, les vrais premiers résultats en génétique dans l'anorexie mentale. Et oui, je reviens juste, on a accueilli la semaine dernière à Paris, pour la première fois depuis sa création il y a 30 ans, le Congrès européen des troubles alimentaires. Pour dire, et on était très représentés pour le... Ok, enchaîne. Ici, à la clinique des maladies mentales et de l'encéphale, la CMME, on a depuis un peu plus d'un an totalement standardisé l'accueil des nouveaux malades. On a entre 20 et 30 nouvelles demandes de prise en charge pour troubles alimentaires par semaine. On est totalement débordé. Et on a c'est pas si drôle. 400 nouveaux patients par an, avec une évaluation standardisée initiale qui comprend, pour faire très, très rapide, deux types d'évaluation. Une évaluation évidemment intra-hospitalière qui est transversale, qui prend en compte les aspects plus somatiques, les aspects neurocognitifs,
et toute une dimension écologique, une évaluation du patient en milieu de vie, avec, on utilise largement les outils connectés, la glycémie, qui est un facteur essentiel, on ne sait pas encore bien c'est la fonction. Alors attends, qu'est-ce qu'ils disent? Situation écologique. Donc c'est la personne en adéquation avec son environnement. Intra-hospitalier, IDE, questionnaire biologie, cognition, métabolisme, diététique, psychologie, sport, pupillométrie, quoi que ça veuille dire, MG, ARC, CR, orientation, ouais, relaxation, psychanalyse. Ok, d'accord, bon, je pas tout saisi. De ces rôles, c'est la régulation glycémique de l'anorexie mentale, mais on sait de par la génétique, un certain nombre d'études préliminaires que ça joue un rôle très très important comme facteur de maintien du trouble, et on va pouvoir collecter un très grand nombre de données de manière standardisée et on l'espère dans un second temps longitudinale. Et c'est la porte d'entrée vers les soins évidemment. Pour faire très simple et très rapide, on a notre axe de recherche, c'est l'anorexie mentale comme un trouble de l'effet récompense. On sait toute une littérature autour de l'anorexie mentale vue comme une addiction, mais on sait que le traitement de la récompense est très particulier, très singulier dans l'anorexie mentale, avec ce qu'on appelle une tolérance extrême au délai d'attente, c'est-à-dire que les patientes essentiellement qui souffrent d'anorexie mentale ont cette capacité à attendre longtemps pour obtenir un peu plus en termes de récompense. Mais quelle est la récompense ? Ce qui fait que tu te prives plus facilement parce que tu te dis plus tard, enfin, si je me prive maintenant, bah, je vais avoir un moindre poids probablement et donc très intéressant, très très intéressant. Dans l'anorexie mentale, on a tout un travail en collaboration avec une équipe américaine, l'équipe de Fladung, sur l'effet récompensant des images de maigreur. Et l'on a montré comme ça, en répliquant sous une autre forme les travaux de... Et clairement, je trouve que le physique du milieu est bien mieux que les deux aux extrémités. De Fladung, que l'anorexie mentale relevait plus de l'addiction que de la phobie, c'est-à-dire que les patients avaient peu de réactions émotionnelles par rapport aux images de surpoids et des réactions très fortes en lien avec une activité au niveau du striatum ventral face aux images de maigreur. Ça, c'est grave intéressant, ça. En gros, c'est plus la carotte que le bâton. C'est plus, je veux absolument... avoir un physique maigre parce que c'est perçu comme un plaisir, c'est perçu comme quelque chose de mieux, plutôt que c'est trop intéressant ça. Toujours dans cette logique, on a la chance ici au GHU, au sein du GHU et sur le site Sainte-Anne, d'avoir une grande proximité entre plusieurs compétences. Et donc grâce à notre recrutement au sein de la clinique des maladies mentales et de l'encéphale, grâce au service de neuroradiologie, grâce à l'équipe de neurochirurgie, mais aussi grâce à l'appui, parce qu'on est habitué à collaborer avec les services de soins somatiques et notamment les soins aigus, l'appui des réanimateurs, on a pu récemment, il y a quelques mois, et c'est la première fois que j'en parle en public, faire bénéficier une patiente d'une stimulation cérébrale profonde au niveau du striatum ventral, au sein du noyau accumbens. Il y a une dizaine de cas publiés au niveau international. C'est une première en France, une patiente qu'on n'arrivait absolument pas à stabiliser en dehors de l'hôpital. Et on savait qu'elle courait un risque très élevé de décès. Et en procédure de sauvetage, on a implanté cette patiente grâce à toute l'équipe de neurochirurgie. Elle a enchaîné les hospitalisations dans nos services, dans les services de réanimation. De nouveau, je suivais cette patiente, elle perdait très très vite du poids. Et on a pu, avec Attends, c'est des kilos là de quelques semaines, réaliser l'intervention avec nos collègues de Parce que si c'est des kilos, là, descendre à 36 kilos... Et depuis, bordel. 30 ans qu'elle est malade, depuis l'intervention, elle n'a jamais été aussi bien. Elle a repris pour la première fois de l'histoire de son trouble plus d'une dizaine de kilos. Et elle a repris l'avion, elle envisage de retravailler, c'est assez fascinant. Donc, dans ce cadre-là, on a évidemment posé... J'ai pas exactement compris ce qu'ils ont fait, ils ont stimulé une partie du cerveau, ouais, un truc comme ça. Une candidature pour un PHRC en lien avec le professeur Deveau, le docteur Zanello de la neurochirurgie.
Donc c'est totalement fascinant, très C'est très stylé. stimulant. Ouais. C'est Et stylé. Ouais. c'est vraiment une chance, c'est très très riche de collaborer avec les différentes spécificités et spécialités du GHU. Et un autre grand projet qui nous préoccupe, c'est comment faire que nos patients qui en 3-4 mois de renutrition, prenant 15, 20, 25 kilos, changent énormément de choses, mais pour beaucoup rechutent après l'hospitalisation et de manière assez précoce. On a très peu de marqueurs. Alors attends, c'est quoi? Hospitalisation, restauration pondérale. C'est quoi ça? Test neurocognitif, hormones, génétique, épigénétique. Ok, pas sûr de tout comprendre. Hospitalisation, ambulatoire, rechute, rémission. Ouais, c'est pas clair. Aujourd'hui prédictif de ce qu'on appelle de la rémission dans l'anorexie mentale. Et donc on a un grand projet qui devrait commencer début 2020, qui est d'ores et déjà financé, d'analyse de biomarqueurs de rémission, en sachant que c'est la grande spécificité de la recherche dans l'anorexie mentale. On change énormément un marqueur très important qui est le poids, avec des changements, comme je vous le disais, d'autour de 20 kg. Il y a beaucoup de choses qui changent au niveau cérébral et au niveau métabolique en général. Et on a très très peu aujourd'hui de facteurs, de biomarqueurs de cette rémission. C'est une priorité dans la recherche sur les troubles alimentaires et l'anorexie mentale en particulier. Bon, mais il y avait des choses intéressantes déjà dans cette vidéo-là. Qu'est-ce qu'on peut... Allez, on va s'essayer celle-là. CHU de Nantes. Anorexie, boulimie, addiction comportementale, alimentaire. Touche. J'ai pas vu. Hein. Touche 600 000 Français. Donc 90% de femmes. C'est ouf ça. Anorexie et boulimie. Les deux. L'anorexie mentale est le taux de mortalité le plus élevé des troubles psychiatriques. C'est marrant parce que c'est vrai que moi je suis plus sujet à beaucoup m'alimenter, beaucoup manger. Mais ouais, il y a ça. Qu'il faut prendre vraiment au sérieux sur sa répercussion physique qu'elle implique et aussi sur la répercussion psychique. Étant donné la longueur de la maladie, finalement, ça touche quand même beaucoup de gens, quoi. Beaucoup de gens. Et c'était le message fort des associations de famille, quand même, qui disaient, il n'y a pas très longtemps, l'anorexie tue une victime sur 10, quoi. C'est des patientes qui ont des troubles, comme on dit, somatiques aussi divers et importants, qui nécessitent vraiment une prise en charge, on va dire, pluridisciplinaire. Si j'avais pas voulu être prise en charge, je serais allée jusqu'au bout, quoi, jusqu'à la mort. Troubles du comportement alimentaire au CHU de Nantes. On a de plus en plus d'enfants qui vont déclarer cette maladie à un âge qu'on appelle prépubère, c'est-à-dire avant le démarrage de la puberté, c'est-à-dire vers 9, 10, 11 ans. La particularité de la pédiatrie, c'est que l'équipe et le pédiatre va être dès le début dans la prise en charge de la consultation initiale, et donc définir s'il y a besoin d'une hospitalisation ou pas, gérer l'hospitalisation avec les objectifs, et puis après, gérer la prise en charge sur l'hôpital de jour, puis ensuite la sortie des soins. Le challenge, là, c'est de travailler à deux équipes, c'est-à-dire une équipe sur le soma, sur le corps, et une équipe sur la psyché pour essayer de guérir cette maladie. Et c'est ce qu'on fait, nous, à travers les médiations qu'on propose ici, le psychodrame, le groupe de parole. On associe ces deux thérapies parce qu'elles permettent justement de faire ce lien-là entre les émotions qu'on vit et la possibilité de les mettre en mots et de les exprimer. Ils essaient de comprendre mais ils ne peuvent pas parce que souvent on a une représentation de la maladie qui est assez simple en fait. Et c'est beaucoup plus complexe que... Et simple, c'est-à-dire c'est juste, elle a envie d'être maigre et c'est tout quoi. En fonction de ce qu'on souhaite travailler, on va être sur quelque chose plus autour de l'expression, avec une mobilisation de l'imaginaire, ne pas renforcer le côté opératoire qu'on retrouve souvent dans cette pathologie. Donc ça va être l'argile, ça va être le dessin, la peinture,
le plâtre, l'écriture, enfin voilà. En fait, l'idée, c'est quand même de remettre du mouvement dans leur fonctionnement psychique et qu'elles puissent avoir accès à leur créativité. Ouais. Barbara, comme le service d'addictologie, a pour vocation d'accueillir des... Je trouve la vidéo un peu chiante. Alimentaires, anorexiques ou boulimiques à partir de l'âge de 15 ans. En quelques secondes, je vais te montrer la puissance du business de l'affiliation. On est actuellement sur le site Dotmark. Salut, c'est Juliette et aujourd'hui je voulais vous raconter l'histoire de Solène. Solène, elle souffre d'anorexie depuis qu'elle a 13 ans et aujourd'hui elle en a 18. Hi, I'm Doris. I suffer from short-term memory. Il y a un an, je suis tombée sur une de ses vidéos TikTok où elle racontait son quotidien. Ah, tu es en train de me vexer là. Là, tu es en train de me vexer. Ne dis pas des trucs comme ça. Ne dis pas des trucs comme ça. C'était pendant le confinement et du coup, on s'était rencontrés via Zoom. Je peux juste te demander de décaler la caméra ou toi un tout petit peu. On a fait une interview pour Brut ensemble où elle nous racontait un peu sa maladie. Elle m'a raconté les moments difficiles qu'elle avait traversés avec l'anorexie, mais à ce moment-là, elle allait beaucoup mieux. Quand la vidéo est sortie, elle a touché énormément de personnes et Solène a reçu des centaines de messages de soutien. On est resté en contact toute l'année, mais malheureusement, en mai 2021, Solène a rechuté. Et en juin 2021, elle est repartie à l'hôpital pour une 3e fois. Elle porte une sonde depuis 7 mois et elle ne peut qu'aller en cours 2 fois par semaine parce que sinon elle est trop fatiguée. On ne s'est encore jamais rencontrés parce que quand on s'était parlé, c'était via Zoom et téléphone. Donc pour cette vidéo, je suis allée rencontrer Solène pour la première fois. Ça fait trop plaisir de se voir en vrai. C'est ouf, putain, c'est trop cool. Attends, je fais juste mes réglages de mise au point. Ok, du coup là je suis avec Solène. Je suis dans le miroir derrière toi. Et là on est en train de se dire la dernière fois qu'on a fait la vidéo, c'était quand du coup? Le 19 février 2021. Et aujourd'hui on est quoi? On est le 16 février 2022. Et là on voit toutes les réactions C'était il y a un an. de mes amis qui avaient vu la vidéo brute. J'ai changé en un an. Là tu te sens comment? Comparé à il y a un an? Bah forcément moins bien. Déjà physiquement, je suis plus la même. Ça fait depuis que j'ai 13 ans que je souffre de cette maladie et j'en ai 18 aujourd'hui. J'ai eu un traumatisme quand j'avais 12 ans et je pense que c'est le fait d'avoir pas contrôlé ce traumatisme qui a fait que j'ai voulu contrôler quelque chose d'autre dans ma vie quotidienne. C'est quoi comme traumatisme? Et ça a été la nourriture. Donc là, bah, il y a mon petit café, mon petit expresso. Mais par exemple, le gâteau, bah, j'ai pas mangé. C'est un truc, genre même le sucre et tout, bah, je suis en mode no thanks. Ce qui est dur, c'est que notre propre médicament, bah, c'est nous-mêmes. Comme nous-mêmes, on est notre propre ennemi dans la maladie. I shouldn't be eating this. Yes, you should bitch. But the calories are hungry. I already ate too much today. No, I didn't. I'm fat. C'est comme si on était 2 personnes. Donc il y a le Solène qui est normal, entre guillemets, qui est pas malade, qui a envie de vivre, qui a envie de sortir, d'aller mieux, de faire ses études. Après, d'être psychologue ou d'être professeur, ça je ne sais pas encore. Et le Solène qui est malade, qui me bouffe littéralement en fait. Et de l'intérieur comme de l'extérieur, qui est constamment là et qui prend plus parti dans ma vie que l'autre Solène normale, entre guillemets, sans la maladie. Si t'as l'impression que personne te comprend, c'est parce que personne te comprend. Je fais des TikTok et les gens me disent oh t'es belle, oh t'es magnifique, etc. Et du coup après il y a d'autres commentaires qui bah, t'es vachement maigre. Non, en fait il faut pas que tu lui dises ça parce qu'après elle va croire qu'elle est belle. Et du coup elle va continuer dans cette continuité d'être mal et d'être maigre et d'être squelettique et c'est moche. Parfois il y a des filles qui mettent en valeur leur maigreur. Moi je le fais pas. Enfin genre ou alors je le fais inconsciemment, mais enfin c'est juste que moi genre je suis une fille donc cette Solène normale entre guillemets a toujours aimé être coquette, se maquiller, être bien apprêtée. C'est clair qu'elle est vachement maigre. Hein. J'ai toujours gardé ça, même en étant malade. Et c'est vrai que parfois, justement, ça peut être pris comme une glamourisation
de l'anorexie, alors qu'au final, bah, pas du tout, c'est juste prendre soin de soi, même dans le plus mal. C'est un combat tous les jours sur comment manger, combien de calories, combien d'heures je fais de sport, au lieu de travailler, au lieu de sortir avec ses potes. C'est être détaché du monde. C'est perdre la vie en fait, enfin, c'est perdre toute vie normale. Est-ce que tu prends une petite courgette ou je sais pas Ouais. quoi? T'as pris tes médocs? Ouais. Ok. C'est parfait. Il y a des troubles physiques, clairs, pour le malade. Il y a des souffrances physiques pour le malade. Et il y a, pardon, et c'est la psychiatre de Solène. Je peux? Allô, bonjour docteur. Avant, voilà, j'étais dans... Elle est à l'hôpital, elle est à la clinique, elle va sortir, elle sera guérie. Et j'ai mis beaucoup de temps à comprendre que cette maladie était extrêmement sournoise, qu'elle était imprévisible. C'est une maladie psychiatrique et on n'en sait pas grand-chose. On voit les conséquences, on peut voir même un peu les causes, mais après, il y a la réalité de cette maladie. Et ça, c'est waouh, difficile. Là, genre, je prends des courgettes et genre, bah, il y a 2 semaines, bah, j'en prenais pas parce que j'avais peur de ça, entre guillemets. Alors qu'en fait, bah, c'est rien. C'est juste genre, bah, un légume qui est bon pour toi et tout. Et genre, c'est juste le fait de rajouter quelque chose dans mon alimentation. Je pensais que j'allais grossir alors qu'en fait, pas du tout. Et pour les proches, c'est compliqué aussi parce que... Bah, de toute façon, il faut que tu grossisses, Louloute. Il faut. Grossis. J'avance. Ah, oui, c'est pas aussi simple, bien sûr. Il y a la maladie, il y a l'aspect psychiatrique, j'entends. Mais il faut grossir. Mais très très doucement. Qu'est-ce qu'il y a? Je te mets un couteau? Ouais, s'il te plaît. Enfin, non, attends, j'en ai pas besoin aujourd'hui. Tu mets pas de couteau? Non. Tiens, ça c'est... Tu sais où c'est? Ouais. Ok. Merci. Elle est pas drôle, notre vie. Ça m'a fait rire, mais c'est pas sympa. Tout le monde est, on est tous prisonniers et victimes de cette maladie. C'est difficile de se réjouir, même une fête de famille, un repas de Noël, c'est compliqué. Voyager, c'est compliqué. Voilà. Ça doit être casse-couille. Tout est difficile. Hop, en fait c'est la machine et dedans en fait vous devez accrocher ça. Solène porte une sonde. C'est un petit tuyau qui passe du nez jusqu'à l'estomac et ça lui permet de s'alimenter de manière régulière et efficace. Quoi? Et là il y a le sac à dos pour l'école et du coup bah, je mets juste ça. Oh, alors, chiant! J'ai celui des cours et aussi j'ai mon déjeuner du coup. J'ai 3 sacs et du coup tout le monde est en mode mais qu'est-ce que tu fais avec 3 sacs? On dirait que tu déménages. Ah non, c'est juste ça. Du coup je dois expliquer et du coup parfois c'est un peu gênant, mais ça va. Elle a toujours des moments de joie, de bonne humeur, de gaieté. Mais vous savez, cette espèce de petite impulsion d'insouciance qu'on devrait avoir quand on a 18 ans, elle ne l'a pas du tout. Ce côté... je fais ce que je veux, je m'en fous de la vie, c'est sympa, mes parents je les emmerde, je rentrerai quand je voudrais. Des trucs que tous les ados font, qui mettent les parents en rage, mais qui n'arriveront pas ou qui ne se produisent pas ici. En fait, genre, je me dis que la bouteille en entier c'est trop alors que... c'est juste une soupe. Putain. Ouais. Je sais que c'est pas très bien pour mon ventre, mais ça se mange cru normalement? Bah, c'est cru. Ça peut se manger cru et cuit. Ah ouais. Bon, en fait, genre, j'ai plus de mal à... Moi, personnellement, c'est un physique qui m'attire pas du tout. C'est tellement trop maigre. À m'imaginer manger des légumes cuits que crus. Parce que pour moi, cuit, bah du coup, tu dois rajouter des matières grasses et tout. Bah non, trop pas. Juste, tu mets dans la... T'en as besoin, sœur. T'en as besoin de matière grasse. Si c'est une poêle anti-adhésive, normalement, t'as même pas besoin de matière grasse, ça cuit tout seul.
seul. Hein. Ouais. Bah, ce sera meilleur surtout, et je pense que ouais, pour ton ventre, peut-être être meilleur quand c'est cuit, quoi. Mais ouais. Je sais pas, dans ma tête, c'est comme ça. En vrai, tant que tu manges la courgette, c'est le principal. Je redécouvre aussi à manger littéralement et genre bah ça fait bizarre au début. Au début, je me sens coupable de me dire que c'est bon. Je me sens coupable de m'autoriser à manger alors qu'en fait bah c'est juste normal en fait. Ça doit être compliqué, hein. J'ai un côté plus le professionnel de santé qui comprend, qui me dit bah oui, ok, c'est un réel souci, il faut être compréhensif, il faut être empathique. Et j'ai un autre côté qui me dit mais mange wesh. Après voilà, c'est parce que moi j'ai pas ce genre de soucis et je peux que le voir de l'extérieur. Mais ouais, c'est chaud. En même temps, moi j'ai mes problèmes à moi qui sont que si je vais pas bien, je bouffe, c'est l'inverse. Il faudrait que je trouve plutôt des vidéos là-dessus. Ça m'intéresserait, enfin ça me concernerait plus. Mais ouais, je suis fière d'avoir d'en être arrivée au moins là. Surtout que ça va commencer la soupe. Comment est la soupe? La soupe est bonne. À chaque fois que je reprenais du poids et que je recommençais à manger, c'était pour les autres, pour ma famille, pour mes amis. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était bien, mais c'était pas suffisant. Que à chaque fois, en fait, je rechutais parce que justement, la maladie me disait que je méritais pas de guérir. Et on sait que parfois elle essaye, mais elle peut finir en larmes parce que pour aussi nous faire plaisir et nous soulager, elle va finir un bol de soupe qu'elle s'était préparé et qui était peut-être un peu important. C'est de la soupe, ma sœur. Voilà, moi je l'ai vue pleurer à la fin d'un dîner qui était très léger, malgré tout. Et elle finit le dîner en larmes. Et elle quitte la table et elle va dans sa chambre. Ça doit tellement être dur à vivre. Et elle pleure, mais vraiment des sanglots de douleur. C'est fou. Trouve qu'elle a trop mangé. Parce qu'elle trouve qu'elle a trop mangé. Oh là là, dur. Donc c'est assez incroyable hein, de vivre ça. Je fais souffrir Chaud, mes quand même. proches énormément. Je sais que forcément, je me fais souffrir moi-même aussi. Mais pourtant, je continue à faire les choses qu'il ne faut pas faire. J'ai l'impression que ça m'apporte quelque chose, mais en fait, c'est juste éphémère. Et c'est juste... c'est faux, en fait. Enfin, c'est juste un faux semblant de quelque chose. En fait, Solène, c'est pas la seule à vivre ce qu'elle vit. La semaine passée, j'ai lancé une messagerie pour avoir un peu vos retours et vos expériences sur cette maladie. Et vous avez été très très nombreux à me répondre. Jusqu'au jour où mon père m'a dit « mais tu ressembles à un squelette ». Et je me rappelle de cette phrase qui m'a choquée, qui m'a fait un peu prendre conscience des choses. C'est une femme? Moi j'ai souffert pendant 4 ans d'anorexie. Je suis passée par de nombreuses hospitalisations, j'ai eu la sonde. C'est maintenant la 3e fois que je lance une messagerie pour une de mes vidéos. Et j'ai jamais reçu autant de messages en une journée. J'ai été malade pendant plus d'une dizaine d'années et je pense d'ailleurs que c'est une maladie qui fera partie de moi toute ma vie. Comme Solène, beaucoup de vos messages témoignent de c'est ce chaud. On sait qu'on doit guérir, mais en même temps, on n'en a pas vraiment envie. Et même à la période où j'ai perdu le plus de poids, je n'arrivais pas à voir ma vraie image dans le miroir. Et ce qui est terrible, c'est qu'encore aujourd'hui, je donnerais tout pour retourner à ce corps-là, alors que je sais que c'est un corps malade. Depuis notre dernière rencontre, Solène a pu finalement retirer Wesh. c'est un énorme pas en avant. Par contre, ça présente plein de nouveaux problèmes. Notamment, le fait que maintenant, elle doit prendre du poids toute seule, sans l'aide de sa sonde, qui lui apportait environ 700 calories par jour. Coucou! Hello! Ça va? Ça va et toi? Du coup, on est back avec Solène. Yes. Solène, c'est quoi la différence aujourd'hui qu'il y a 2 semaines? J'ai plus la sonde. Et ça fait comment? Ça fait du bien. Je suis libre de moi-même. Donc, tant mieux. Je suis libre de faire nimp. On va de ce côté-là en fait. On est ma Céleste. Céleste! Allô? Voilà, c'est bien. Mon espoir pour le futur, c'est que le processus dans lequel Solène, à mes yeux, est en train d'entrer, va être un espèce de cercle vertueux, parce qu'on ne vit pas toute sa vie avec une sonde, parce qu'on ne vit pas toute sa vie avec sa mère,
parce qu'on ne vit pas toute sa vie à avoir une activité 2 jours par semaine et le reste du temps seul, dans une solitude atroce pour une jeune fille de son âge, dans sa chambre. Voilà. Il faut que tu prévois Des légumes. des légumes. Ok. Ouais, c'est chaud. Hyperphagie. Vas-y, ça m'intéresse. Ça. Let's go. En 2 minutes. Vous êtes sur RTL. D'accord. RTL Matin, Ça va beaucoup mieux avec Michel Simès. Jeudi matin, bonjour Michel. Bonjour Yves. Ce matin, vous nous éclairez sur un trouble du comportement alimentaire qui n'est ni l'anorexie, ni la boulimie, mais l'hyperphagie. De quoi s'agit-il? Alors l'hyperphage absorbe de grandes quantités de nourriture mais n'en éprouve pas de plaisir particulier. C'est peut-être un homme, une femme, un adulte, un enfant. Il ou elle a des crises régulières. C'est encore qui pas vont ça. souvent sur le terreau de l'angoisse, de la tristesse ou encore de la solitude. Oui. Les personnes qui en souffrent sont quasi systématiquement en surpoids et souvent obèses. Ce qui n'arrange rien parce que ça entretient une forme de mal-être, un mal-être dont va bien sûr se nourrir l'hyperphagie pour s'imposer et ainsi de suite. La boucle est bouclée, le cercle vicieux bien enclenché. Alors, en quoi l'hyperphage se distingue-t-il en fait du boulimique? Alors la nuance entre les deux profils est assez subtile. Dans un cas comme dans l'autre, on mange trop. Mais le boulimique, lui, s'emploie souvent à se débarrasser de ce qu'il a avalé. Il va tenter de compenser en faisant énormément de sport, en s'imposant des périodes de diète, en forçant un peu sur les laxatifs, voire en se faisant vomir. Chez l'hyperphage, il n'y a rien de tout cela. On mange, on stocke. Peut-on être hyperphage sans le savoir? Parce que se mettre à table et manger avec excès, ça nous arrive à tous régulièrement. J'aime à le croire en tout cas. Oui, alors il y a une série de critères qui signent l'hyperphagie. 1. Manger plus rapidement que la normale. Ouais. 2. Manger jusqu'à en avoir un petit peu mal au ventre ou à minima éprouver une gêne abdominale. 3. Manger sans avoir faim. 4. Manger tout seul parce qu'on n'a pas envie d'être vu. Oui. Et 5. Se sentir coupable ou ressentir du dégoût une fois qu'on a mangé. Si vous J'ai des... critères, il se peut que vous soyez concerné. Ah. Et si en plus, vous n'assumez pas de manger, qu'il vous arrive de faire disparaître des emballages de nourriture pour éviter d'être suspecté... Ça m'arrive, ça. discrètement un placard que vous avez tout aussi discrètement vidé, histoire de ne pas laisser de traces de votre grand appétit, il n'y a plus trop de questions à se poser. Ah, ça m'est arrivé, ça. Bon, j'imagine que l'hyperphagie se traite, et si oui, de quelle manière? Eh bien, de manière globale. Alors, il faut bien sûr réapprendre à manger sainement, de manière équilibrée et surtout dans de justes proportions. Des choses aussi basiques que de s'imposer de prendre ses repas en famille peuvent aussi aider. Mais les excellents conseils que vous donnera le meilleur des nutritionnistes risquent de ne pas servir à grand-chose si le patient que vous êtes ne s'attaque pas dans le même temps aux causes psychologiques du problème. Si vous agissez sur les émotions négatives qui vous submergent, si vous travaillez l'estime que vous avez de vous-même, vous réduirez les risques de déclenchement de crise. Et tout le monde aura bien compris que l'enjeu dépasse la question du poids. L'enjeu, c'est de se protéger au mieux de toutes les maladies qui se cachent derrière l'obésité. Merci beaucoup Michel, à demain. À demain. Bon, simple, efficace, j'ai compris, ok. Ça marche. Anorexie, boulimie. Non, c'est boulimie que je demande moi. Boulimie et anorexie. Ouais, c'est marrant, moi je... Qu'est-ce que la boulimie? Ça m'intéresse. La boulimie est souvent perçue comme un excès de gourmandise quand on ne se sent pas très bien. Il suffit d'avoir un peu de volonté pour arrêter les crises de boulimie. Voilà ce qu'on entend régulièrement. Et pourtant, ça n'a rien à voir. La boulimie, c'est un véritable trouble mental. C'est fréquent, assez sous-évalué, mais ce qu'on sait, c'est que c'est plus fréquent chez les femmes que chez les hommes. Regardez, c'est à peu près un homme pour 3 à 6 femmes. Alors pour parler de ce problème... plus les femmes que les hommes, d'accord. Bonjour Clément. Bonjour. Vous êtes psychiatre, spécialiste du sujet. Alors dites-moi, si je mange ce paquet de biscuits, disons en une après-midi, est-ce qu'on peut dire que je suis boulimique? Eh bien, non, pas tout à fait. Il y a des critères qui sont précis. Au moins 2 crises de boulimie par semaine sur une durée de minimum 3 mois. Je trouve bizarre. Vous parlez de crise de boulimie. Attends. 2 par semaine sur une période de 3 mois? Est-ce qu'on peut dire que je suis boulimique? Eh bien, non, pas tout à fait. Il y a des critères qui sont précis. Ah, poulet. 2 crises de boulimie Il bouge beaucoup. par semaine sur une durée de minimum 3 mois. 2 crises par semaine. Est-ce que ça me dure 3 mois quand j'ai des phases comme ça? Vous parlez de crise de boulimie et ensuite de comportement compensatoire. C'est ce qu'on va essayer de comprendre. Crise de boulimie, c'est pas pareil que grignotage.
Non, il faut distinguer les deux. Une crise de boulimie, c'est l'ingestion d'une quantité importante d'aliments, au moins 1500 calories, sur une durée restreinte, maximum 30 minutes. Alors, 1500 calories en 30 minutes. Je sais pas si je les atteins. regardez un exemple. Du coup, ce serait plutôt du grignotage. 1500 calories en moins de 30 minutes, ça représente par exemple 15 biscuits chocolatés, à hauteur de 49 calories par biscuit, plus un paquet de chips, 780 calories pour 150 grammes. Ah, ça, je me le bouffe, ça, moi. Donc ça, c'est la crise de boulimie. Ça veut dire que j'en ai eu une il n'y a pas si longtemps avec mes 2 Monsters, plus mon paquet de bonbons, plus mon paquet de chips. Si on a cette perte de contrôle, cette envie frénétique de manger, hein, c'est ça. Alors vous avez parlé d'un autre terme, c'est le phénomène compensatoire. Les conduites compensatoires, c'est tout ce qui va permettre au sujet de compenser la prise de poids qui irait avec la consommation de ses calories. Alors il y a bien évidemment les vomissements, comme on se le représente assez souvent, mais ça inclut aussi la prise de certains médicaments, comme les laxatifs ou les diurétiques. Ça inclut aussi la pratique du sport à outrance, dans le but d'éliminer les calories qu'on a prises. Et la première conduite compensatoire en réalité, c'est ce qu'on appelle le jeûne compensatoire. Sauter les repas qui vont suivre afin de limiter la prise calorique habituelle qui aurait dû avoir lieu. Alors il y a d'autres types de symptômes, et notamment souvent les personnes boulimiques voient mal leur corps, c'est ce que vous appelez la dysmorphophobie. C'est le fait de se voir différemment de ce qu'on est? La dysmorphophobie, c'est tout ce qui concerne la distorsion de la perception de son propre corps. Et ça, c'est très corrélé à l'estime de soi. Alors on a compris que la boulimie, c'est un trouble mental. On a compris que c'est quelque chose à côté duquel il ne faut pas passer parce que les conséquences peuvent être graves. On va en reparler dans un instant. Mais avant, donnons des conseils aux proches. Quels sont les signes d'alerte d'une boulimie? Alors, au début de la maladie, quand elle s'installe, je trouve il y a bizarre un nombre de petits éléments qui doivent faire tilt. L'évitement des moments de convivialité en lien avec l'alimentation. Typiquement, le refus des invitations au restaurant ou des rassemblements de famille. Ok. Une culpabilité après avoir mangé, le patient qui se ferme d'un coup durant le repas ou à l'issue de celui-ci. La disparition des aliments qui sont dans les placards du type sucreries ou aliments globalement riches en graisse. Et cette vision déformée du corps, qu'on appelle la dysmorphophobie, elle va donner lieu à pas mal de vérifications auprès des proches. Est-ce que j'ai grossi? Est-ce que j'ai pris du poids? Qu'est-ce que tu en penses? Avec cette fameuse instabilité. Donc plein de petits signes à côté desquels il faut être très vigilant. La boulimie, c'est fréquent, je le disais, on ne connaît pas vraiment la fréquence, hein, parce que c'est assez mal documenté. Les gens ont peur d'en parler. Il y a des situations, heureusement, plus ou moins graves, plus ou moins bénignes. Hein. Toutes les formes de boulimie ne sont pas gravissimes. Comment on fait pour les classer? Alors, la sévérité de la maladie, elle repose d'abord et avant tout sur la fréquence des crises de boulimie et des conduites compensatoires qui vont avec. Au-delà de 2 fois par jour, on est dans une sévérité extrême. Mais bien évidemment... Par jour, ouais, tu m'étonnes. On peut aussi jouer sur sa sévérité, sur les conséquences à court et long terme, certes, mais aussi sur la tolérance du corps à ces accès de boulimie et à ce qui va s'en suivre en termes de compensation. Alors ce que l'on craint, ce sont les complications, et on va voir ici, il y a des complications à court terme et à plus long terme. Hein. Alors les complications à court terme, qu'on appelle les complications aiguës, sont celles que redoutent tous les psychiatres qui s'occupent de troubles du comportement alimentaire. Les troubles du rythme cardiaque, autrement dit l'arrêt cardiaque, qui est la conséquence directe des pertes en potassium qui vont avec les vomissements. Les blessures de l'œsophage et des voies digestives hautes, autrement dit tout ce qui surplombe l'estomac, qui va avec des efforts de vomissement. Là, le pronostic vital est engagé à court terme, et ce, quelle que soit l'ancienneté de la maladie. Alors c'est important de le dire, parfois c'est oublié, c'est de recommander aux personnes qui souffrent de boulimie d'avoir des gélules de potassium. Bien évidemment, c'est sur prescription médicale, mais on ne contrôle pas forcément les vomissements quand on est malade. En revanche, on peut contrôler le fait de prendre des suppléments en potassium pour éviter les carences potassiques, carences de potassium, qui sont à l'origine de ces troubles cardiaques. Hein. Alors parlons maintenant des conséquences à plus long terme. Alors, tous nos patients qui souffrent de boulimie, en réalité, sont dénutris, bien qu'ils aient un poids normal. Et donc, on va retrouver tous les problèmes qui vont avec les carences dans certains nutriments. L'ostéoporose avec le calcium et la vitamine D, les troubles de la fertilité,
le déchaussement des dents qui va certes avec les Dénutri mais aussi avec les carences. Un truc que j'ai Et pas les saisi. atteintes rénales, l'insuffisance rénale chronique. Alors, on a parlé de ces complications Ok. liées directement au vomissement, au comportement compensatoire en général. Vous avez mentionné aussi les risques de dépression, les risques de tentative de suicide. Mais il y a autre chose qui est fréquemment associée à la boulimie, ce sont les addictions. Hein. Oui, alors en réalité, tout patient souffrant de boulimie est à risque d'addiction, quelle qu'elle soit. Mais certaines vont apparaître un petit peu de manière particulière. Il y a un certain nombre de produits, citons la cocaïne, qui ont un effet coupe-faim et qui, de fait, vont être beaucoup plus compliqués à gérer pour nos patients et beaucoup plus consommés. Merci beaucoup Clément. Alors si vous voulez en savoir plus sur la boulimie, eh bien d'abord il y a d'autres émissions pubs sur le sujet et puis il y a un ouvrage qui a été écrit par vous-même et toute l'équipe à laquelle vous appartenez à Sainte-Anne. Ce sont 100 questions et réponses. Du coup, comment est-ce qu'on prend ça en charge? Alors si non, pourquoi pas confiance sur le sujet? Un peu plus. On entend tout le temps parler de troubles du comportement alimentaire. Quelle signification ça a? Bienvenue sur la chaîne Jean-Michel Cohen, la chaîne où on ne parle que de nutrition et où on ne vous raconte jamais de salade. Le premier, c'est la boulimie. Je voudrais qu'on parle en premier de la boulimie parce que c'est un vrai trouble du comportement alimentaire. La définition du boulimique, médicalement pour nous, c'est quelqu'un qui va manger de grandes quantités d'aliments, mais dans un contexte particulier. Il les mange en secret, il a besoin d'être seul et en plus, il va manger quels que soient les aliments qu'il mange. J'ai déjà vu des vrais boulimiques qui s'achetaient 10 tubes de mayonnaise et qui allaient manger 10 tubes de mayonnaise. Ah, deuxième trouble, c'est pas très, très drôle. La compulsion alimentaire. On a tendance à confondre la boulimie avec la compulsion alimentaire. La compulsion alimentaire, c'est un geste obligatoire qui vous pousse à aller manger, mais exclusivement un aliment qui vous fait plaisir. Et là, peu importe que vous soyez seul ou pas seul, vous allez vous retrouver à un moment donné en train de manger un aliment qui vous donne du plaisir et vous allez ne pas pouvoir contrôler cette pulsion. Peut-être que j'ai un peu plus ça, moi, parce que c'est pour l'aspect plaisir. Après, bon, il y a aussi l'aspect compensation psychologique, émotionnelle. Que vous n'avez pas envie de le faire, eh bien, vous vous sentirez obligé de le faire. Ouais, ça m'est arrivé, ça. Ça correspond à la nécessité d'avoir un geste qui consiste la plupart du temps en une prise alimentaire. L'élément principal, c'est la nécessité d'avoir un geste qui produise un effet. En l'occurrence, dans le cadre des troubles du comportement alimentaire, ça porte sur l'alimentation. Le grignoteur va manger en général des produits qui le séduisent ou des produits qu'il a préalablement. C'est du grignotage, ouais. Le trouble dont on parle, c'est l'anorexie. Alors il faut distinguer deux choses, l'anorexie mentale et ce qu'on appelle l'anorexie boulimie-vomissement. L'anorexie mentale est typiquement une maladie psychiatrique. C'est une fermeture à l'extérieur. J'ai décidé d'arrêter de manger. Je ne peux pas combattre cet arrêt de manger car il est commandé par un niveau beaucoup plus haut qui fait que psychologiquement, je m'interdis l'acte de manger et je vous expliquerai également à quoi ça correspond en général. L'anorexie, vomissement, boulimie, c'est quelqu'un qui va arrêter de manger par moment, qui va être rattrapé à un moment donné par le désir de manger, donc rien à voir avec l'anorexie mentale. C'est bien, il a fait une super vidéo. Après cette séquence de anorexie-vomissement, va se retrouver à ne plus pouvoir être susceptible d'assumer l'anorexie, ce sera trop difficile pour lui, et il va partir dans le schéma inverse, c'est-à-dire la boulimie en mangeant énormément. Et c'est un trouble ennuyeux parce que cette personne va basculer en permanence entre des séquences anorexiques et des séquences boulimiques, qui en général... Ça, c'est la boulimie-vomissement. L'orthorexie, c'est-à-dire des gens qui feront en permanence attention non pas à ce qu'ils mangent en termes de plaisir, de goût, etc., mais qui vont faire attention à compter combien de calories ils ont mangé. On appelle ça l'orthorexie. C'est un trouble du comportement alimentaire et en même temps, il est moins gênant que les autres parce que quelque part, bien sûr, il diminue une partie du plaisir de manger, mais il n'entraîne pas d'altération sur la santé. La boulimie, elle correspond à une séquence d'angoisse profonde, c'est-à-dire que l'acte de manger
remplit une fonction qui est là pour étouffer en général une angoisse ou un conflit extrêmement Ça m'arrive, ça. Ça peut être, en général, c'est une forme de parole, c'est-à-dire je deviens boulimique, soit parce que j'ingurgite, j'avale. Typiquement, si je faisais de la psychanalyse lacanienne, je suis obligé d'avaler, je vais avaler quelqu'un. Ça peut être également repousser l'agressivité qu'on a à l'égard de quelque chose ou de quelqu'un contre soi-même. Je vais donc repousser cette agressivité en essayant de l'étouffer au travers de la nourriture. La troisième possibilité, c'est que je vais utiliser la boulimie pour faire distendre mon corps, et mon corps va parler en se distendant. Il va pouvoir soit m'écarter de l'événement, soit me protéger d'un événement qui m'a traumatisé, soit éventuellement me cacher sous une forme de graisse. On est typiquement dans une maladie de type, à ce moment-là, psychiatrique, dont le traitement nécessite soit une psychanalyse, soit une psychothérapie. Le boulimique, on peut le guérir de temps en temps avec certains médicaments. Ce sont des médicaments en général à visée psychiatrique. Les principaux d'entre eux, ce sont ce qu'on appelle les recapteurs de la sérotonine. Ce sont des médicaments qui agissent... Salut Maureen, merci pour le follow. Parce qu'ils suppriment le côté obsessionnel de la boulimie, mais aussi parce qu'ils ont un effet sur l'angoisse en tempérant l'angoisse. C'est ce qu'on faisait à l'époque pour ceux qui m'ont suivi quand je me suis occupé de Guy Carlier. J'étais obligé d'utiliser des cocktails différents médicamenteux en même temps que les prescriptions alimentaires pour essayer de tempérer le comportement boulimique jusqu'à ce que je trouve le nœud du problème au travers d'une psychanalyse. Et dans la boulimie, on retrouve des éléments psychanalytiques extrêmement secrets. Ça veut dire des choses qui peuvent remonter parfois jusqu'à l'enfance, des douleurs qui se sont jamais exprimées. Ouais, d'où ce qu'il disait dans d'autres vidéos qu'on a vues avant, que c'est un traitement global. C'est non seulement tu prends en charge l'alimentation, mais aussi tu vas explorer la psychologie, tout ça. En vrai, c'est grave intéressant. La plupart du temps, on porte la douleur sur soi et la boulimie sert à écraser cette douleur sous l'impact de la nourriture. On devient boulimique à n'importe quel âge. C'est au moment où justement le conflit va s'exprimer, où on va prendre conscience du conflit, qu'on va devenir boulimique. Souvent, ce sont des choses relativement inconscientes. Bah écoute, ça va bien, je te remercie. Et toi? Tiens, hop, une bestiole là sur mon écran. Ça va bien, on est vers la fin de mon petit live où je suis allé explorer tous les troubles du comportement alimentaire parce que c'est quelque chose qui m'intéresse. Et comme en plus j'ai des personnes à accompagner en nutrition, ça m'apprend ou alors ça me réapprend des choses pas inutiles. Et en plus, je pense que j'ai un intérêt personnel à aller explorer ça puisque même si j'ai pas de troubles extrêmes du comportement alimentaire, moi qui ai un objectif de sécher, d'avoir un physique très esthétique, mais qui en ce moment ait du mal à, on va dire, faire attention réellement à l'alimentation pour justement déstocker de la graisse et perdre du poids, parce que je suis pas gros, mais je suis pas sec. J'essaye de trouver un petit peu des réponses à pourquoi est-ce que ou alors comment est-ce que je peux faire pour justement bien m'alimenter, mieux m'alimenter, même si j'ai déjà ces notions-là, tout en continuant à aller vers mes objectifs. Donc voilà, un live très intéressant. Je suis content d'avoir trouvé plusieurs réponses, plusieurs choses intéressantes. On est parti beaucoup sur de l'anorexie mentale, qui est un trouble qui m'est totalement inconnu, puisque j'en connais pas personnellement, j'en ai pas encore accompagné et je suis pas concerné personnellement. Moi, c'est plutôt l'inverse, c'est plutôt des grignotages, des moments d'excès alimentaire pour tout un tas de choses, pour un plaisir, par habitude ou alors pour compenser des moments de stress. Donc c'était pas inutile de commencer à s'intéresser au côté opposé. Surtout que j'ai rencontré à la salle de sport où je fais mon stage une nana qui, elle, pour le coup, a plus les problèmes de prendre du poids, même si je crois pas qu'elle soit anorexique, mais on va dire elle est quand même dans un poids assez bas. Donc c'est des choses qui m'intéressent. Hop, allez, on continue parce que je trouve qu'il a fait une vidéo pas mal, elle a l'air d'être assez bien foutue sa vidéo. Consciente ou qu'on a justement caché très profondément. Le traitement de la boulimie, ça passe dans un premier temps par des consultations en psychothérapie, en psychanalyse ou en psychologie si on veut, accompagnées en général par non pas une prescription alimentaire, il ne sert à rien de donner un régime boulimique. Ah, intéressant ça, tu vois. Car on n'a pas réglé le problème, mais accompagné de temps en temps par des prescriptions médicamenteuses pour tempérer
les sentiments qui ont permis de déclencher ou qui ont favorisé le déclenchement de cette boulimie. Si je comprends bien, et ça, moi, pour le coup, en tant qu'ostéopathe, je suis moins axé là-dessus, il dit quand même de prescrire des médicaments pour calmer un peu l'émotion, quoi. C'est vraiment, en tout cas du point de vue vraiment des troubles boulimiques, si ça se trouve, ça me concerne pas, c'est pas un stade suffisamment élevé pour être considéré comme ça. Il conseille quand même des prises de médicaments. Ça, je trouve ça à réfléchir, en vrai, parce que temporairement, individuellement, peut-être qu'effectivement, sur le coup, ça peut être efficace, ou pertinent, surtout. Mais, ouais, sur le long terme, de toute façon, moi, je serais jamais pour une prise médicamenteuse continue. Ouais. Je réfléchis, en fait, à une situation personnelle, pour le coup. Alors, qu'est-ce qui fait que, justement, moi, personnellement, je vais avoir tendance à m'alimenter plus que nécessaire? C'est une question d'habitude, c'est une question d'ennui. Comme je l'ai dit, c'est une question de émotionnel. Si ça va pas bien, si je suis frustré parce que mes projets vont plus lentement que ce que j'aimerais et ainsi de suite, bah, ça va faire que je vais facilement me rediriger vers de la nourriture pour m'apaiser, me sentir, c'est ça, rempli de quelque chose. Après, ouais, à réfléchir tout ça. C'est une des maladies à la fois les plus difficiles à guérir, mais en même temps qui trouve en général une solution si le traitement est bien conduit. La deuxième chose dont je voulais parler, c'est les compulsions alimentaires. Là, on n'est plus dans l'angoisse ou dans le conflit, on est en général dans l'anxiété. Avec le zoom. Manifesté par des événements de la vie de tous les jours. Ça veut dire, je suis anxieux parce que j'ai peur de la fin du mois, j'ai pas assez d'argent. Je suis anxieux parce que c'est le vrai, ça. comportement de mes enfants me pose un problème. Mon enfant me donne des vrais soucis et j'y pense en permanence. Et donc, pour essayer d'oublier cette pensée, la compulsion la dégaine. d'anesthésier la pensée. La boulimie l'étouffe, le compulsion alimentaire l'anesthésie. Et si j'anesthésie cette pensée, pour donc du coup, ce serait peut-être plus des compulsions. Parce qu'effectivement, j'ai un aspect de apaiser. Pas étouffer, mais apaiser. Des moments de stress, d'angoisse, de choses comme ça. L'anesthésier, je vais utiliser un aliment qui va me permettre à la fois de remplir un geste, c'est-à-dire j'ai un geste à faire qui me permet d'oublier mon anxiété, mais en même temps, le fait de manger, et surtout de manger des aliments plaisants, ça provoque une sécrétion d'opioïdes ou d'endorphines qui vont me donner une zone de plaisir, qui va me permettre de compenser par cette euphorie momentanée le déplaisir que je viens d'avoir. Et cette compulsion alimentaire, alors là aussi on pourrait utiliser les médicaments, mais cette compulsion alimentaire, on arrive souvent à la régler soit en trichant avec les aliments, c'est-à-dire qu'on va utiliser des aliments à faible densité calorique. En vrai, ouais, simple et efficace, des fruits, des choses comme ça. Faudrait que je trouve une liste. Tiens, je vais me noter ça. Liste d'aliments plaisir à faible calorie. Ça peut être vachement intéressant d'avoir des notions comme ça. Surtout que j'accompagne des personnes en ce moment qui sont en obésité. Liste aliments plaisir. Je me le note. Mais faible calorie. En vrai, j'en ai quelques-uns en tête déjà, par exemple, je pense personnellement, après, ça dépend, j'imagine, de tout le monde, mais par exemple à des fruits rouges. Les fruits rouges, c'est genre parmi les fruits les plus faibles en taux de sucre, en calories, alors que c'est grave plaisant. C'est grave plaisant, donc prendre un bol comme as de framboises, par exemple, bah, ça va pas faire monter le taux de sucre de fou et ça va être aliment plaisir, quoi. Donc en vrai, ouais, ça... C'est con, et je le sais déjà, mais juste le fait de se le redire, bah, tu te dis, ah oui, je vais essayer de mettre ça en place peut-être. Pour pas que ça ait un retentissement sur le poids du corps, soit en utilisant également quelques médicaments, et parfois même en ayant des conversations plus prolongées. Là, ça peut être le travail d'un nutritionniste, pas besoin nécessairement d'utiliser les services, même si on a envie de le faire, on peut le faire, d'un psychanalyste, d'un psychothérapeute, d'un psychiatre, etc. La compulsion alimentaire, elle se dirige toujours vers des produits qu'on aime, et l'éviction de donc c'est peut-être plus de la compulsion que moi je peux présenter parfois. Si à un moment donné,
il est en train de délirer à propos de, je sais pas moi, des biscuits au chocolat qu'il n'a pas chez lui, il est capable de sortir de chez lui pour aller acheter des biscuits au chocolat. Ça m'est déjà arrivé, ça. Le boulimique va faire l'inverse, c'est-à-dire que le boulimique va acheter de la quantité. Le boulimique ment comme tous les addicts, comme les junkies, comme les alcoolos. On ment et on raconte une histoire du genre j'ai eu des invités au dernier moment, c'est terrible, il va falloir que j'achète des chips, des gâteaux, des trucs. Alors que, évidemment, le type s'en fout, d'ailleurs, il n'est pas dupe, il sait bien que vous lui mentez. Cette compulsion alimentaire, elle est alimentée par des troubles qui sont soit des troubles très proximaux, c'est-à-dire ce que je vous ai dit, les incidents de la vie de tous les jours, soit des pensées qui reviennent en arrière, c'est-à-dire par exemple une forme de culpabilité qui a été réveillée, même si cette culpabilité débutait à l'enfance. Exemple, j'ai été un enfant non aimant, j'ai fait des soucis à ma mère. Intéressant ça. Et puis 30 ans plus tard, mon père est très malade ou ma mère est très malade. Et à ce moment-là, je vais avoir une cette pensée qui revient de cette époque. Je fais la relation entre la maladie actuelle, les ennuis que j'ai provoqués précédemment, et à ce moment-là, je vais avoir besoin d'un geste pour me rassurer et je vais utiliser la compulsion alimentaire. Le grignotage, c'est autre chose. Le grignotage, il est souvent en relation avec l'ennui. Ah, ça par contre, ça concerne un petit gars de 15 ans que j'accompagne là en perte de poids en ce moment. Il m'a dit, bah ouais, je me fais chier, donc je vais manger un truc. Donc ça m'intéresse d'avoir des... Enfin, j'ai déjà eu quelques idées de conseils, mais s'il y a des trucs en plus, ça m'intéresse de fou. À grignoter, l'ennui, l'insuffisance d'action. Et le grignotage s'affecte essentiellement sur des petites quantités, mais de produits très variés et avec du goût, un goût prononcé. Autrement dit, je vais grignoter parce que je suis chez moi, que je n'ai pas la conscience de m'ennuyer. Alors je peux bien entendu être dans un contexte d'anxiété, mais l'anxiété amène souvent des compulsions. Le grignotage, il est contrôlé en général. Je suis capable de m'arrêter. Sur une compulsion, je ne peux pas m'arrêter. Ce plaisir que je pourrais avoir, par exemple, avec le lien social, je vais le compenser en utilisant un grignotage. C'est assez facile à régler parce que là, on a besoin d'une volonté, mais cette volonté, elle n'est pas très puissante. C'est une volonté qui nécessite un contrôle personnel. Simplement, on n'est pas vraiment dans le trouble du comportement alimentaire qui nécessite l'intervention d'un tiers, que ce soit un médecin ou un autre. L'anorexie, on est sur un trouble mental grave. Ça veut dire qu'on a décidé, pour des motifs psychologiques très profonds, de supprimer le contact avec l'extérieur. Vous savez que nous communiquons avec l'extérieur par certains de nos organes, le nez, la bouche principalement. L'anorexique, il fait ça, c'est-à-dire qu'il va fermer toute relation avec l'extérieur. En général, il a une relation psychologique difficile. Alors certains ont dit que c'était exclusivement avec la mère. En fait, on revient sur cette théorie. 98% des anorexiques sont des femmes et 2% sont des hommes. Chez les hommes, on pense que l'anorexie, la vraie anorexie mentale, est extrêmement rare et qu'elle correspond à des syndromes psychiatriques assez compliqués qui relèvent toujours d'un traitement psychiatrique. Mais l'anorexie, pareil, l'anorexie ne trouve jamais sa solution chez un nutritionniste. Elle ne la trouve vache. que chez un psychiatre. Imagine que ça c'est vrai, les personnes se voient comme ça. De dérouler à quel moment on a fait la relation entre la prise alimentaire et l'angoisse ou le conflit qu'on a suscité ou qu'on a vécu. Et donc, on a décidé à un moment donné de faire une fermeture. Le corps n'est qu'un objet à ce moment-là. C'est-à-dire que la maigreur intense, ça correspond quasiment à une disparition. C'est-à-dire que je veux mon corps maigre, le plus maigre, qui disparaisse le plus possible. La stratégie de traitement dans ces cas-là, évidemment, elle consiste en une psychanalyse, à l'évidence, de telle façon à retrouver le lieu inconscient où s'est fabriqué le rapport à la nourriture qui fait que j'arrête la nourriture parce que je manifeste autre chose. Exemple type, par exemple, j'ai une relation très compliquée, et je vais prendre les trucs standards. J'ai une relation très difficile avec ma mère, et en même temps j'ai un conflit parce que j'aime ma mère, mais en même temps je la rejette profondément. Tu m'emmerdes! Tu m'emmerdes! Putain, on peut plus se prendre tranquille dans cette maison! Donc, c'est le cas de figure de l'anorexie. Et si je suis en anorexie mentale, j'aime ma mère et en même temps je la déteste. C'est un conflit insupportable pour moi. Je ne vais pas lui dire que je la déteste, mais je vais me fermer à l'extérieur. C'est elle qui m'a nourri quand j'étais petit. J'acceptais sa nourriture quand, par exemple, elle me donnait le sein ou elle me donnait le biberon. Là, je ferme tout. Le traitement, c'est la psychothérapie, la psychanalyse. Et une fois que ce traitement a débuté et qu'on commence à avoir l'adhésion de la personne à la reprise du poids, parce que l'anorexie est menaçante en termes vitaux, à ce moment-là, on peut commencer la réalimentation. Elle doit être très progressive, très progressive.
On ne peut pas saturer un anorexique tout de suite en lui donnant 3000 calories par jour. C'est les vieilles stratégies qu'on utilisait à l'hôpital auparavant en mettant une sonde gastrique et en filant de la nourriture à tire-larigot. C'est stupide. On réalimentait les gens uniquement pour faire plaisir aux parents ou à la personne ou au thérapeute, mais on n'était pas efficace en termes. Donc réadaptation progressive. Moi, personnellement, j'utilise des aliments blancs en général parce que le blanc a un côté virginal et je donne beaucoup en démarrage de reprise de la fin de l'anorexie. Je donne pommes de terre, du lait, du fromage blanc, du blanc d'œuf, etc. Des aliments blancs qui incarnent en quelque sorte la pureté. C'est une stratégie que j'ai utilisée, elle n'est pas définie, mais elle fonctionne assez bien. L'anorexique met longtemps à guérir. J'ai une stratégie, une phrase qui est terrible, c'est qu'entre 0 et 2 ans, je considère qu'on guérit toutes les anorexiques. Entre 2 ans et 5 ans, on en guérit la moitié parce qu'on n'arrive pas à trouver où était le vrai problème. Après 5 ans, c'est très difficile de les guérir. Le pronostic est catastrophique. C'est-à-dire que ce sont des gens qui peuvent atteindre des poids que vous n'imaginez même pas et où leur vie peut s'arrêter brutalement du jour au lendemain alors qu'ils sont en train de traverser la rue parce qu'il va y avoir un déficit en potassium et le cœur va s'arrêter. Donc c'est une maladie grave dont le traitement nécessite vraiment un suivi psychiatrique. Enfin, l'anorexie, vomissement, boulimie, c'est l'étape en dessous de l'anorexie mentale. On n'a pas déclenché une anorexie mentale. Grosso modo, un anorexique qui vomit, c'est quelqu'un qui refuse et qui accepte. Le terme que j'utilise souvent, c'est j'ingurgite et je rejette. Par exemple, je reprends l'exemple de la mère, je l'aime et je ne l'aime pas. À un stade moins évolué que l'anorexie mentale, je l'aime, je mange, je ne l'aime pas, je la rejette. Mais ça peut se faire avec n'importe quoi. Ça peut se faire avec la sexualité. Je culpabilise d'aimer la sexualité, mais je veux le rejeter. Ou alors, j'ai eu un traumatisme sexuel, j'ai des doutes vis-à-vis de ce que j'ai vécu vis-à-vis de ce traumatisme sexuel, je l'ai accepté, mais je le rejette. C'est ma personnalité que je mets en question. Ça, en général, ça trouve une résolution parce que l'anorexie-vomissement, elle se finit toujours par l'impossibilité à gérer l'anorexie et donc le passage à la boulimie, ce qui crée un conflit très très important pour la personne qui va naviguer entre anorexie et boulimie, qui crée un désordre très profond avec une angoisse extrêmement intense. Et là, le traitement, il est double, effectivement. Il nécessite et le nutritionniste et le psychiatre parce que le nutritionniste gère les bilans caloriques que la boulimique a peur de dépasser et entreprend par le biais du psychiatre de régler le problème d'anorexie. Et en jouant sur les deux tableaux, on arrive à guérir les gens. Ces troubles sont extrêmement fréquents. Ne les confondez pas. On peut être un grignoteur ou un compulsif, c'est quelque chose d'assez simple à régler. On peut être un boulimique ou un anorexique, c'est beaucoup moins difficile, beaucoup moins facile à régler et ça nécessite des interventions extérieures. Ne pensez pas que vous puissiez arbitrer ça sur votre volonté, à moins qu'il y ait un élément extérieur qui intervienne dans votre vie, qui d'un seul coup déchire le ciel gris pour faire apparaître le soleil et le ciel bleu. J'avais oublié de parler des hyperphagiques parce qu'on est à la lisière des troubles du comportement alimentaire. Un hyperphagique, c'est quelqu'un qui a besoin de manger beaucoup au moment des repas. Souvent, c'est une relation à l'alimentation. Elle peut être héritée du passé, ça veut dire d'un manque alimentaire quand on était plus jeune. Elle peut être héritée d'habitudes alimentaires familiales. Elle peut être liée à la conséquence de la nécessité de se remplir pour se rassurer. Bref, l'hyperphagique, c'est quelqu'un qui va manger beaucoup et ce n'est pas forcément grave parce que ça va dépendre de la nature des aliments qu'il va manger. Nous, on utilisait une technique simple dans les hôpitaux à l'époque pour guérir les hyperphagiques, c'est on essayait de produire de la satiété en utilisant des protéines qu'on donnait en sachet à l'époque. On donnait 10 grammes de protéines une demi-heure avant les repas pour limiter la prise alimentaire. Aujourd'hui, c'est la même chose. Ça veut dire que l'hyperphagique, on essaye soit de diminuer la densité calorique des aliments, je vais le remplir essentiellement avec des légumes, avec des fruits, avec des œufs durs, avec du fromage blanc. En général, ils acceptent de le faire, soit en utilisant la stratégie que je vous donne, les protéines. En tout cas, quoi qu'il en soit, les troubles du comportement alimentaire ont leur solution. Elles passent, selon les cas, par des médecines psycho-intellectuelles, soit par l'association du nutritionniste avec des médecines psycho-intellectuelles, j'appelle ça comme ça pour ne pas dire psychiatrique, soit par le nutritionniste simple quand il s'agit notamment des grignotages et des compulsions. Quoi qu'il en soit, traitez toujours la cause. N'oubliez jamais de traiter la cause. Si vous ne traitez pas la cause, vous êtes grillé. La base. D'autres troubles du comportement alimentaire qui sont beaucoup plus rares, c'est par exemple certains enfants qui ne mangent qu'une catégorie de produits. J'ai déjà eu ça dans mes consultations. Un enfant qui ne se nourrit que de frites, que de crêpes, que de fromage. C'est bien ça. En général, ça correspond souvent à une réaction d'agressivité à l'égard des parents. C'est une façon d'alerter
de dire aux parents « je veux grosso modo te pourrir la vie », c'est un signal. Ça ne dure jamais. C'est pas tellement drôle Finalement, en fait. Ces gens réintroduisent progressivement les aliments, mais on ne peut les introduire que quand ils l'ont décidé. C'est-à-dire qu'on les laisse manger tant qu'ils s'alimentent, c'est correct, même si c'est déséquilibré. Et à un moment donné, ça s'arrête tout seul. On a besoin d'intervention de personne. Quand ils viennent me voir parce qu'ils mangent que des frites et que j'essaye de leur donner des pommes ou des yaourts en plus, ça ne marche pas. On attend simplement qu'ils arrivent à un âge de maturité suffisante pour, en se resocialisant, régler à peu près tous les problèmes. Ça existe. C'est rare, ça existe. Au début, on n'y croit pas, et pourtant, ça existe vraiment. Voilà ce que j'avais à vous raconter sur cette vidéo un peu plus subtile que des décryptages simples et pas suffisamment complets. Vous pouvez lire des tas de livres sur les sujets. Il y en a qui sont extrêmement intéressants. Vérifiez simplement. Il y a peut-être des bouquins audio, ouais. En tout cas, comme à l'accoutumée, vous likez, vous partagez, commentez, vous critiquez, vous me donnez des idées, des suggestions de vidéos. Et moi, je vous dis à bientôt, les amis. Ok. Bon, eh ben, je pense qu'on va arrêter là pour ce live.